Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va parler d'un lieu qu'on connaît tous par cœur, le supermarché. Ah oui, le fameux labyrinthe. C'est exactement ça. Un labyrinthe avec des milliers de produits, des emballages qui crient plus fort les uns que les autres, des promesses marketing partout. Et au milieu, on essaie de faire les bons choix. Voilà. On s'est tous déjà retrouvés un peu perdus devant une étiquette, à se demander ce qu'on devrait vraiment acheter pour sa santé. Et face à ça, des outils sont apparus. Les applications de scan alimentaire. Exactement. Et c'est justement une de ces alternatives qu'on va explorer aujourd'hui. On a mis la main sur la documentation fournie par le créateur d'une application web un peu particulière, zodiat.fr. D'accord. Notre mission, ça va être de décortiquer tout ça, de voir ce qu'elle a dans le ventre, comment son système de notation fonctionne, et surtout, ce qui la rend différente sur un marché qui semble déjà bien rempli. Bon, alors allons-y, décortiquons ça. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi. Pourquoi se lancer là-dedans aujourd'hui? La question est légitime. Oui, le terrain est occupé par des géants, des applis installées sur des millions de téléphones. On n'arrive pas un peu après la bataille? C'est la question de départ et les documents y répondent de manière assez frontale. Le créateur, qui est diététicien nutritionniste, part d'un double constat. Ah oui, Ce qu'il nomme la malbouffe et la cacophonie nutritionnelle. Le chiffre qu'il avance est assez parlant. Plus d'un Français sur deux est en surpoids ou obèse. c'est énorme. C'est un vrai enjeu de santé publique. Et face à ça, les outils qui existent, ils ont leurs limites. On pense tout de suite au Nutri-Score, forcément. Il est partout maintenant. Précisément. Le Nutri-Score est utile, la documentation le reconnaît. Mais il a été conçu pour une chose, comparer des produits d'une même catégorie. C'est-à-dire 2 paquets de céréales, par exemple. Exactement. Ou 2 pizzas surgelées. Son but n'a jamais été de donner une note de qualité absolue à un aliment. Du coup, il passe à côté de plein de choses. Les additifs, le degré de transformation, l'impact environnemental, les labels de qualité. L'info est partielle. Et il y a un autre facteur, un point que la source souligne comme étant l'arbitre final, en fait. Le prix. Le prix, il pèserait jusqu'à 90% dans la décision d'achat. Là, on comprend mieux le besoin d'un outil qui va plus loin et qui donne une info simple, visuelle, pour trancher entre deux produits qui coûtent la même chose. C'est tout le nœud du problème. L'ambition de Zediet, c'est justement de proposer une boussole pour naviguer dans cet océan de produits. Alors justement, cette boussole, c'est son système de notation. D'après ce que j'ai lu, c'est le vrai moteur de la machine. Comment ça fonctionne? Alors c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'approche se veut beaucoup plus holistique, à 360 degrés. Le score analyse près de 190 000 produits qui viennent de bases comme Alchemix ou Open Food Facts. D'accord. Est-ce qu'il rassasie? Est-ce qu'il est plein d'additifs? Quel est son impact sur la planète? C'est cette vision globale qui est au cœur du système, structurée en 3 grands piliers. Un peu comme une moyenne à l'école, avec des coefficients différents pour chaque matière. C'est une excellente analogie, c'est exactement ça. Il faut voir le Zediet Score comme une moyenne générale. Le premier pilier, la nutrition et santé, c'est la matière principale, elle compte pour 50%. La moitié de la note. Voilà. Le deuxième, la transformation, c'est une matière importante, 30%. Et le troisième, l'environnement, c'est l'option qui pèse pour 20%. Pour avoir une bonne note, il faut être bon partout, mais surtout en nutrition. L'image est très claire. Alors, regardons cette matière principale. Nutrition et santé. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans ce premier pilier, il y a 5 composantes. D'abord, un indicateur nommé 5ATLIM. En gros, c'est un système d'évaluation nutritionnelle qui s'adapte à chaque catégorie. On ne juge pas un yaourt comme on juge un biscuit. Logique. Ensuite, un indice de satiété, qui est basé sur une formule, le Fullness Factor, pour estimer à quel point un aliment va nous caler. Puis, l'indice PRAL, qui mesure l'effet acidifiant ou alcalinisant de l'aliment sur le corps. Ah oui, ça c'est assez pointu, c'est vrai. C'est un détail que les nutritionnistes regardent. On trouve aussi la densité énergétique, donc les calories par gramme, et enfin la composante végétale qui valorise la part d'ingrédients venus des plantes. C'est déjà bien plus poussé que le simple sucre gras sel. Passons au deuxième pilier, la transformation, pour 30%. Ici, on s'attaque à tout ce qui est ajouté ou modifié par l'industrie. Il y a 4 aspects. Premièrement, les additifs alimentaires. L'algo compte leur nombre, mais évalue aussi leur catégorie, leur toxicité potentielle. D'accord. Deuxièmement, les ingrédients. On compte leur nombre total. Une liste à rallonge, c'est souvent mauvais signe. On traque aussi des auxiliaires technologiques. Troisièmement, les allergènes.
On compte les 14 allergènes majeurs. Et le quatrième aspect? Le quatrième, et c'est un vrai plus, c'est la prise en compte des labels certifiés. Ah! La DOC en liste 6, le label bio européen évidemment, mais aussi des labels français comme Bleu Blanc Cœur, le label rouge, et puis les labels de terroir, AOP, IGP et STG. C'est malin ça, parce que ça valorise des produits qui ont une histoire, un savoir-faire, pas juste une formule de laboratoire. Et le dernier pilier, l'environnement. Il pèse 20% et il s'appuie sur le Green Score quand il est dispo. C'est une note de A+ à E qui synthétise une quinzaine d'impacts environnementaux. Et s'il n'y a pas de green score? Alors l'algorithme se rabat sur l'analyse du cycle de vie de la base Agribalise, qui a déjà calculé l'impact de milliers de types d'aliments. Et le résultat de toute cette moulinette, c'est ce qu'on voit sur les captures d'écran. C'est très visuel. 5 couleurs, 5 avis. Une roquette bio, c'est excellent à privilégier. Voilà. Une huile de colza bio, satisfaisant à favoriser. On descend avec le Saint-Agur, acceptable à modérer, le beurre médiocre à limiter, et on finit avec des biscuits Nutella en mauvais à éviter. Le vocabulaire est simple, direct, mais pas culpabilisant. Et c'est ça la philosophie derrière. Le créateur appelle ça un avis de consommation. Il insiste bien, ce n'est pas un jugement sur le produit, c'est une recommandation sur sa fréquence. L'idée, c'est qu'on peut manger de tout. C'est une question d'équilibre en fait. Absolument. L'objectif suggéré est simple. Essayez que sur une journée, au moins 2/3 de ce qu'on mange soit dans la zone verte. Donc, excellent ou satisfaisant. Ça laisse de la place pour le plaisir. On a donc ce score très complet. Mais l'application elle-même, au quotidien, comment elle se démarque? Parce que c'est un peu David contre Goliath, non? D'un côté, les géants du secteur, et de l'autre, ce projet. Porté par un seul diététicien développeur. Oui, c'est exactement cette approche de contre-pied qui est revendiquée. Les avantages mis en avant sont moins technologiques qu'éthiques, en fait. Le premier, c'est le respect total de la vie privée. Attendez, j'ai lu ça dans la doc. 0 compte, 0 email. Mais c'est radical. C'est quasiment du jamais vu aujourd'hui. Absolument. La phrase clé, c'est « l'utilisateur n'est pas un produit ». Il n'y a aucune création de compte, l'historique, les favoris, tout est stocké uniquement en local, sur le téléphone. Aucune donnée ne part sur un serveur. Pas de tracking, pas de profilage. Rien. Ce que vous mangez reste votre affaire, point. Ce qui m'amène à un autre point, l'interopérabilité. Ils ont créé leur propre format de fichier, le point Zeliet. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de redonner à l'utilisateur la pleine possession de ses données. Concrètement, on peut exporter sa liste de courses dans ce fichier. Je peux l'envoyer par messagerie à mon conjoint, qui l'importe dans son appli. Ou si je change de téléphone, je transfère ce fichier et je retrouve tout. C'est une vision de la donnée qui est complètement à contre-courant de ce qui se fait. Et il y a aussi une fonction de recherche décrite comme intelligente. Oui, et elle est très pratique. Bien sûr, on peut chercher par nom, par marque. Mais le vrai plus, c'est de filtrer par avis. Ah, comment ça, Dom? Je tape « Excellent » dans la barre de recherche et l'appli m'affiche instantanément tous les meilleurs produits que j'ai déjà scannés. C'est un moyen simple de se créer sa propre base de produits de confiance. Un autre point surprenant, c'est l'éco-conception. On parle de Zediet comme d'une web app. Ça change quoi pour l'utilisateur? Ça change tout. Une web app, ça veut dire qu'il n'y a rien à télécharger depuis un App Store. On y accède avec une simple adresse Internet, comme un site web. L'application en elle-même ne pèse que quelques kilooctets. Donc, c'est instantané, ça ne prend pas de place et ça marche même sur de vieux téléphones. C'est ça. Et tout ça est soutenu par un dernier pilier qui est peut-être le plus important, la transparence totale du modèle. Pas de business model caché, si je comprends bien. Exactement. La documentation est formelle, aucune recommandation sponsorisée du type « ce produit est mal noté, achetez plutôt celui-ci ». Pas de pub, pas de vente de données. La mission est celle d'un outil d'intérêt public sans ambition commerciale. On pourrait résumer ça avec la phrase que j'ai relevée dans les sources, l'essentiel de la nutrition, la liberté en plus. L'outil est vraiment pensé pour éduquer et rendre autonome. Donc si on fait le bilan, Zediet, c'est une tentative de créer un outil qui est à la fois plus holistique dans son analyse, mais aussi radicalement plus transparent et respectueux de la personne qui l'utilise. Oui, on a cet algorithme très fouillé d'un côté, et de l'autre, un modèle éthique très fort. Et le tout porté par une seule personne qui a cette double casquette de nutritionniste et de développeur. C'est un projet qui prend systématiquement le contre-pied des modèles dominants basés sur la collecte de données et la monétisation. Et si on élargit un peu, ça soulève une question de fond assez importante. Je vous écoute. À notre époque, où la donnée est vue comme le nouvel or noir, quelle est la place et même la valeur d'un outil conçu dès le départ pour servir uniquement l'intérêt public? C'est une excellente question pour réfléchir. Et ça m'amène à une dernière pensée.
Si un outil comme celui-ci, créé par un seul expert, peut offrir une approche aussi complète sur le fond et aussi éthique sur la forme, qu'est-ce que cela nous dit sur les motivations et peut-être les compromis des grandes applications commerciales qu'on utilise tous les jours? Et au-delà de notre asset, est-ce que ce modèle de technologie d'intérêt public, simple et respectueux, ne pourrait pas être une voie à explorer dans bien d'autres domaines de notre vie numérique?